Salut YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? Moi en tout cas je vais très bien, surtout qu'on est de retour dans ces métiers anciens et aujourd'hui on va se concentrer sur le métier de bourreau, un métier qui d'apparence est très connu, mais visiblement on a beaucoup d'idées reçues sur ce dernier et on se base pas assez sur les faits, pas assez sur l'histoire. Aujourd'hui on va voir un petit peu tout ça en détail, mais avant tout, c'est quoi un bourreau? C'est un exécuteur d'arrêt de justice, chargé d'infliger des peines corporelles ou même la mort dans certains cas, et bien que son titre ait évolué au cours des siècles, son étymologie reste encore relativement controversée. Certains disent que ce terme viendrait du verbe bourrer, signifiant tourmenter, d'autres prétendent qu'il serait un dérivé de la profession de bourrelier, ou encore qu'il soit inspiré d'un dénommé Borel, qui aurait lui-même été bourreau au XIIIe siècle. Toutes ces théories me plaisent, surtout la dernière, mais à présent, concentrons-nous un peu sur l'histoire de la profession. Le métier de bourreau tel qu'on l'imagine aujourd'hui est le résultat d'un long processus. À l'origine, les exécutions de peine capitale n'étaient pas assurées par une seule personne, mais généralement par plusieurs individus, bien souvent régis par la loi du talion. Dans les anciens textes d'auteurs grecs ou latins, il n'y a aucune trace d'une personne ayant eu un rôle d'exécuteur. La pratique se fait constamment de manière commune, même si les ordres d'exécution étaient donnés différemment selon le lieu ou la situation. Par exemple, dans le monde romain, les licteurs, qui constituaient l'escorte des magistrats, étaient chargés d'appliquer les sentences de condamnation publique, sauf si l'on décidait de livrer le condamné au jeu du cirque. Pour ce qui était des crimes domestiques, ce travail revenait aux membres de la famille concernée, qui pouvaient mettre en œuvre un processus de vengeance privée. Pareil en Grèce, où les citoyens pouvaient exécuter par lapidation d'éventuels coupables, mais ce droit va peu à peu être cédé aux magistrats, qui vont déléguer cette tâche à des esclaves qui seront appelés carnifex. Alors là, bien sûr, on parle de l'Antiquité, voire de la fin de cette période où les bourreaux n'étaient pas définis, mais plutôt occasionnels. C'était vraiment des personnes qui avaient déjà un travail à côté, et ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge que la profession va véritablement commencer à se faire connaître. Les premiers bourreaux professionnels apparaissent en Europe occidentale au XIIIe siècle. Cette émergence relativement lente se fit en parallèle d'importants changements au niveau de la justice d'État. Par exemple, la justice privée se trouve substituée par un nouveau système pénal, résultat direct de la mise en place de la féodalité et de la centralisation du pouvoir. Cette montée en puissance de la justice s'accompagne aussi du monopole de la violence légitime par les autorités. L'État se voit alors détenteur d'un pouvoir exécutif exclusif, ce qui lui donne toutes les clés en main afin de rendre plus professionnel le métier de bourreau. À la fois mouvement historique et nécessité, l'exécuteur public devient un agent judiciaire du processus de civilisation d'une Europe en plein développement. Alors, c'est quoi véritablement le rôle d'un bourreau? Déjà, il faut savoir qu'on l'utilisait uniquement au niveau de la justice criminelle. De ce fait, il devait infliger des sévices en fonction du crime qui avait été commis, et s'il méritait la mort, là, ça pouvait varier. La peine pouvait varier entre la noyade, l'enfouissement, la décapitation, l'écartèlement, et bien évidemment la pendaison, qui était sûrement la méthode la plus répandue à l'époque. Pour ce qui était des sévices corporels, on peut citer la flagellation comme étant l'une des pratiques préférées avec le marquage au fer rouge ou l'amputation. Ces méthodes, bien que relativement terrifiantes, étaient très réglementées et codifiées. De ce fait, un bourreau devait être suffisamment expérimenté pour pouvoir infliger ses blessures, sans pour autant tuer le criminel. Malgré tout, la mise à mort, les sévices corporels ou les tortures inquisitrices étaient très rares au Moyen-Âge. En fait, on préférait plus le bannissement ou les amendes qu'autre chose. Généralement, la justice jouait plus un rôle de médiation que de répression. Par contre, lorsque la mort était choisie, les exécutions étaient d'une extrême violence. Le but était justement de dissuader quiconque de commettre un acte semblable, et le tout était assez ritualisé. Le rôle du bourreau était donc de coller à ce rituel, et s'il ne le faisait pas, il pouvait justement risquer un droit de vengeance. Et ça, c'est très important. Maintenant qu'on connaît un peu plus le rôle donc d'un exécuteur, il est temps de savoir qui pouvait exercer cette profession et quel était l'impact social que celle-ci pouvait justement amener. Alors même si des femmes dites bourrelles ont existé, la profession était souvent réservée aux hommes et généralement des hommes qui venaient des classes sociales inférieures. Ils devaient nécessairement être chrétiens et bien évidemment c'était des personnes qui n'étaient pas réputées, ce qui posait un problème justement à la justice à l'époque pour trouver des personnes qui collaient à la profession. De ce fait, le métier de bourreau n'était pas quelque chose que l'on choisissait, mais c'était généralement un travail que l'on imposait aux personnes de classes sociales inférieures. C'était le cas notamment au XVe siècle avec certains bouchers ou d'anciens criminels ayant obtenu le pardon en échange de ce travail.
Rapidement, cette charge devint héréditaire et l'on vit apparaître de véritables dynasties de bourreaux. Cette transition, on l'explique simplement par le fait que l'exécuteur était marginalisé et que ses enfants étaient exclus de l'enseignement ou de l'apprentissage. De ce fait, ils ne pouvaient exercer d'autres professions que celle-ci. D'un côté, cette étape était très profitable au système pénal qui était assuré d'obtenir de la main-d'œuvre formée dès leur plus jeune âge, mais de l'autre, elle a permis la stigmatisation de ces familles de bourreaux. Leurs vêtements étaient tous polychromes sous forme de rayures, ce qui facilitait grandement l'ostracisme et qui définissait le caractère infâme de la personne. On retrouve d'ailleurs cette caractéristique dans l'iconographie où le bourreau est souvent contrasté avec le reste de l'image. C'est pourquoi la couleur a toujours eu une sorte d'importance, le rouge signifiant justement une vie de péché, et le jaune signifiant justement l'impureté ou la tromperie. Finalement, l'image qu'on a du bourreau qui était respecté et craint du reste de la population n'est qu'en partie fausse. En fait, elle est légèrement plus subtile que ça. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, le métier de bourreau existe toujours dans divers pays et généralement c'est une tâche qu'on exerce à côté d'un travail déjà existant. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce sujet et pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus intéressés aux détails, je vous mets dans la description une liste de tous les bourreaux les plus importants qui ont vécu en France depuis le XIIIe siècle. Et pour les autres, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!